있죠. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre donne maintenant la parole à la défense de Ieng Sary pour son interrogatoire du témoin Rochampton. Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous et toutes au prétoire et aux alentours. Bonjour, Monsieur le témoin. Sauf s'il y a objection, je vous appellerai Chim. Monsieur. J'aimerais que, avant toute chose, que l'on apporte quelques clarifications. Vous avez été entendu à 2 reprises par les co-juges d'instruction. Une fois, le 5 décembre 2007, et la seconde fois, le 21 septembre 2008. Est-ce exact? Réponse. Je ne sais pas exactement de quoi vous me parlez en 2005. Je me souviens d'en avoir donné une interview en 2007. Maître Carnavas, il y a sans doute une mauvaise traduction. La première en 2005 et la seconde en 2008. Réponse. Oui, je me souviens de ces 2 entretiens, en 2007 et en 2008. Question. Et après, on vous a lu un résumé de l'entretien que vous avez signé, ou du moins vous avez apposé votre empreinte digitale, n'est-ce pas? Réponse. Oui, j'ai apposé mon empreinte digitale pour montrer qu'elle était le reflet de mes propos. Question. Avant de répondre aux questions qui vous ont été posées, vous avez prêté serment. Avez-vous prêté serment? Réponse. Oui. Question. On vous a montré un 3e document en date du 19 décembre 2010, entretien mené avec le Centre de documentation du Cambodge. Je fais ici référence à E190.1.406. Et c'est de cet entretien que j'aimerais parler brièvement. Vous souvenez-vous d'avoir participé à un tel entretien? Réponse. Au sujet de cet entretien avec le Centre de documentation du Cambodge, je ne m'en souviens pas. Si je savais que l'on m'enregistrait, je n'aurais pas dit les choses que j'ai dites. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait une tel entretien, et je ne me souviens pas que lorsqu'on m'est venu me voir, on a dit qu'on travaillait pour le magazine Searching for the Truth. Question. Peut-être si l'on pouvait vous remettre une copie du document, à moins que vous l'ayez toujours sous les yeux. J'aimerais apporter quelques précisions. Êtes-vous en train de nous dire que cet entretien n'a jamais eu lieu? Réponse.
Oui. Question, si j'ai bien compris, vous dites aujourd'hui à la Chambre de première instance que vous n'avez jamais eu d'entretien avec une personne du nom de Long Dany le 19 décembre 2010? Et que cet entretien a eu lieu au village de Down, commune de Malay, district de Malay, province de Banteay Machi. C'est ce que vous nous dites sous serment aujourd'hui? Réponse. J'ai donné 2 entretiens et j'ai prêté serment à 2 reprises, mais sinon je n'ai pas prêté serment. Vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous fait des déclarations à Long Dany qui travaille pour le Centre de documentation du Cambodge? Vous pouvez répondre oui, non ou je ne me souviens pas. Réponse. Comme je l'ai dit, pour ce qui est de cet organisme Searching for the Truth, je n'ai jamais donné d'entrevue à cet organisme. Mais je ne m'en souviens pas, du meilleur de mes souvenirs. Maître Carnavas, j'aimerais vous montrer la page à la RNA Khmer 00 66 08 35 en anglais 00 66 06 29 et en français 00 75 42 59. Si vous pouviez aller à la page en question. Once you find it, I'll pose a question. Quand vous l'aurez trouvé, je vous poserai une question. On vous a demandé pendant cet entretien qui vous avez nommé ou qui vous avez ordonné d'aller au ministère des Affaires étrangères. C'est une question que Dany vous a posée. Est-ce que M. Yangsari vous a demandé de venir avec lui ou avez-vous demandé vous-même? Réponse. Chim. Non. Je n'avais pas le droit de demander quoi que ce soit. C'est Pol Pot qui m'a dit d'aller avec Yangsari. Je devais accueillir les visiteurs, m'occuper de l'édifice du bâtiment des affaires étrangères, et c'était du travail difficile. Avez-vous retrouvé l'extrait que je viens de citer? Réponse. D'après ce que je lis ici, eh bien, je peux confirmer que je ne connais pas de dénommé Dany. Je ne comprends pas comment cela peut se produire. Question. Très bien. Je vais poser quelques questions simples et je vous saurai gré de donner des réponses simples. Supposons que ce document soit authentique et le DCCAM n'ait pas monté de toutes pièces un compte-rendu de toutes pièces d'une interview effectuée avec vous, supposément à la date en question.
le 19 octobre 2010. Dans ce document, il est dit que vous dites que Pol Pot vous a dit d'aller rejoindre Ieng Sary au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous voyez ce passage? Réponse: oui. Je vois ce passage. Question: aujourd'hui, sous serment, affirmez-vous ne jamais avoir tenu ces propos comme quoi c'est Pol Pot qui vous a affecté au ministère des Affaires étrangères? Vous déclarez que vous n'avez jamais affirmé cela lors d'une interview, n'est-ce pas? Réponse: je continue de me demander pourquoi les gens de Searching for the Truth sont venus me voir. Je me souviens avoir été entendu par les co-juges d'instruction, mais je ne me souviens pas de ceci. Question: pour que les choses soient bien claires pour la Chambre et tout le monde, lorsque l'accusation vous a interrogé sur des événements qui ont eu lieu il y a 37 ans, vous vous êtes souvenu clairement de la tenue de réunion et des participants. Mais aujourd'hui, sous serment, vous êtes incapable de nous parler d'une interview que vous avez accordée il y a moins de 2 ans. Est-ce que vous voulez, monsieur, que la Chambre de première instance le croit? Réponse: je le répète, je ne me souviens pas qu'une telle interview avec Danny ait eu lieu. J'ai dit la vérité à la cour. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré des gens de Searching for the Truth et je me demande comment un tel document a pu être établi. Si l'on me dit qu'il s'agit là d'un compte-rendu de mon interview, je ne peux pas le contester, et alors on pourra l'utiliser. Question: la raison pour laquelle on utilise ce document, c'est parce qu'il a été admis. Est-ce que vous avez affirmé que c'était Pol Pot qui vous avait dit d'aller au ministère des Affaires étrangères? Et est-ce que c'est ce qui s'est produit? Est-ce que c'est Pol Pot qui vous y a envoyé? Réponse: puisque c'est un document du tribunal et que l'on dit que ce sont mes propos, je les maintiens. Le président: monsieur le témoin, il faut que les choses soient bien claires. Il y a peut-être eu un malentendu. Vous avez vu ce document en bas de page. Vous avez pu voir
qu'il s'agissait d'une transcription d'enregistrement sonore. Ce document, par sa nature, est différent des PV d'audition qui ont été établis 2 fois quand vous avez été entendu par les juges d'instruction. En 2007 et 2008, vous avez apposé votre empreinte digitale à chaque page, mais ce n'est pas le cas de ce document-ci. Avez-vous rencontré quelqu'un en 2010 et avez-vous été interviewé par cette personne en octobre 2010? Lorsque vous avez évoqué les funérailles de Tamok, vous avez fait allusion à une discussion avec quelqu'un. Ce document-ci est d'une forme différente des autres documents, qui sont ceux des CETC. Vous souvenez-vous avoir donné des interviews au sujet des Khmers rouges, exception faite des PV d'audition. Deuxièmement, si vous ne vous souvenez pas avoir dit ce qui figure dans ces documents, et si vous ne pouvez pas répondre aux questions posées par la défense, vous pouvez le dire. Ce document est là seulement pour vous aider. Il a déjà été accepté et versé au dossier. Est-ce que vous comprenez, Monsieur Rochampton? Réponse. Oui, je comprends. Le président. La parole est au coprocureur. Le coprocureur. Brièvement, Monsieur le Président, il y a peut-être une discordance entre les versions anglaises et françaises et en khmer quant à la date. Dans la version anglaise, c'est décembre, en khmer, c'est octobre. Il faudrait donc peut-être apporter un éclaircissement en posant la question aux témoins. La défense. Effectivement, on vient de me donner une note comme quoi c'était le 19 octobre. La date de l'interview aurait été le 19 octobre 2010. Est-ce que ça vous aide à vous souvenir? Réponse. Oui, cela m'aide à me souvenir. La défense. Encore quelques précisions pour être sûr que nous parlons du bon Chim. Est-ce que vous connaissez ce village? Province de Bantai Michei, village de Daung, commune de Malay, district de Malay. Réponse. Oui. Question. À la première page, en khmer 0066 08 20, en français 0075 42 44 et en anglais 0066 06 21, il est indiqué que vous admettez être le gouverneur provincial adjoint de 97 à 2005. Est-ce exact? Est-ce que vous occupiez ces fonctions dans cette région? Réponse. Oui. Question. N'avez-vous pas dit que Pol Pot vous avait affecté au ministère des Affaires étrangères?
បាទជំនិតនេះខ្ញុំឯកភាពឲ្យតាម Réponse. Je maintiens ce que j'avais affirmé. Question. Est-ce que ça veut dire que vous acceptez que c'est Pol Pot qui vous a affecté au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Oui. Question. Merci. Vous connaissez un certain Sohong, n'est-ce pas? Réponse. Oui, je connais Monsieur Sohong. Question. Je crois savoir que vous suivez ce procès, n'est-ce pas? Réponse non. Question, vous n'étiez pas dans la galerie lorsque l'accusation a prononcé ses déclarations liminaires? C'était le 21 novembre 2011. N'étiez-vous pas dans la galerie à cette date?ពីឆ្នាំ2011ខែ11ហ្នឹងខ្ញុំនៅខាងក្រៅនោះទេគឺស្ដាប់ Réponse. En novembre 2011, j'étais dans la galerie du public, j'observais le déroulement des audiences, je n'étais pas dans le prétoire. J'observais les audiences, je suis resté une journée avant de partir. Question. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec Sohong concernant la déposition qu'il avait faite en public? Réponse. Oui. Question. Vous dites oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, vous avez parlé avec Sohong concernant sa déposition, ici dans le prétoire. Autrement dit, vous avez écouté les questions qu'on lui a posées et les réponses qu'il a faites. Réponse. Non. La défense. Avez-vous terminé votre réponse? Réponse oui. Question. Merci. Si je vous dis que quand Sohong était ici en train de déposer, il a dit que au ministère des Affaires étrangères, quand vous y travailliez en matière de sécurité, vous étiez sous la supervision de Pong. Si je vous dis ça, est-ce que cela vous surprend? Réponse. En fait, j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'étais sous la supervision d'Om Yeng Sari et de Sohong, et non pas sous la supervision de Pong. Question. Très bien. Je vais lire ce qu'il a affirmé après un long passage où l'on trouve des questions. C'est à la page 0080,
4560, en anglais 00806504 et en français 00806388 et 89. Il s'agit de la déposition datée du 30 avril 2012. C'est la page 17 en anglais. C'est vers la ligne numéro 18 en anglais. La question commence un peu plus haut, mais j'en viens à l'essentiel, à savoir, je cite, ma question maintenant est la suivante. Quand le camarade Chim était au ministère des Affaires étrangères, et même s'il était votre subordonné, est-ce que son supérieur était toujours Pong, au moins concernant la question de sécurité? Réponse, Pong était toujours le supérieur. Fin de citation. C'était la déposition faite par Sorong sous serment. Avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il ment? Réponse. Peut-être qu'il s'est trompé. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais été sous sa supervision. Question. Cependant, vous étiez sous la supervision de Sorong, n'est-ce pas? C'était votre supérieur direct. Réponse. Oui, mon supérieur direct était Sorong. Question. Nous y viendrons de façon plus détaillée demain. Pour l'instant, voici ma question. Dans vos déclarations antérieures, vous n'avez jamais indiqué avoir travaillé pour l'appareil de sécurité au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est exact? Réponse. Non. Je n'ai jamais travaillé dans la section de la sécurité. Question. Si Sorong devait dire qu'en fait, vous y avez travaillé, et si d'autres gens du ministère des Affaires étrangères devaient affirmer qu'en fait, vous y travaillez, est-ce que ces gens-là se tromperaient? Ou peut-être que c'est vous qui nous livrez un faux témoignage? Laquelle des deux options est la bonne? Le président. Témoin, veuillez attendre. Nous allons entendre le coprocureur international. Le coprocureur international. Monsieur le Président, nous élevons une objection concernant la façon dont la question est posée. Il est demandé aux témoins de spéculer sur le point de savoir si d'autres personnes ont menti ou se sont trompées. L'avocat peut tout à fait demander aux témoins s'il y avait une section de la sécurité ou non, mais on doit poser des questions factuelles. On ne peut pas lui poser des questions l'invitant à faire des observations sur le point de savoir si d'autres témoins ont dit la vérité ou non. La défense. Monsieur le Président, je voudrais répliquer brièvement. Ces autres personnes se trompent ou mentent, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce témoin ment lorsqu'il affirme qu'il ne faisait pas partie de la sécurité. Le choix se limite à cela. C'est pourquoi j'essaye. 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
de coincer ce témoin pour qu'il s'exprime sous serment. Le président. L'objection a été motivée, elle est retenue, le témoin n'a pas à répondre à la question qui vient de lui être posée par l'avocat de Ieng Sari. Deuxièmement, l'avocat de la défense doit être attentif au moment de formuler ses questions. Il faut éviter d'employer certains termes qui sont de nature à intimider le témoin. Par exemple, le terme « coincé », ce qui laisse entendre que le témoin est en train de faire un faux témoignage. Ce sont là des mots qui sont insultants envers le témoin et sa dignité. La défense. Merci. Pour être bien au clair, à l'instant, sous serment, vous dites que quand vous étiez au ministère des Affaires étrangères, vous n'avez jamais été chargé de la sécurité et que vous n'en avez jamais fait partie. C'est ce que vous dites sous serment, n'est-ce pas ? Réponse. Concernant la section de la sécurité, j'ai déjà dit que je ne m'occupais pas de sécurité, je m'occupais de l'administration. Si d'autres ont dit le contraire, que puis-je dire? Pour ma part, je dis la vérité. Question dont le début est inaudible. Vous étiez au ministère des Affaires étrangères. Qui était responsable au ministère des Affaires étrangères des questions de sécurité? Réponse. Comme je l'ai indiqué, c'était Ieng Sari qui avait la responsabilité générale des questions de sécurité. C'était lui qui était censé être au courant. Pour ma part, je n'avais aucune tâche en rapport avec la sécurité. Je ne me souviens pas m'être vu confier ce type de tâche. En effet, je m'occupais seulement de questions d'administration. Question. Sohong ne vous a jamais supervisé en matière de sécurité? Il ne vous a jamais confié des tâches relatives à la sécurité? C'est ce que vous affirmez sous serment? Réponse. Non, il ne m'a pas confié de tâches en rapport avec la sécurité. La défense. Bien, cela veut dire jamais, il ne vous a jamais confié de tâches en rapport avec la sécurité. Que les choses soient bien claires. Telle est donc votre position. Jamais. All right. We'll get... Effectivement, jamais. La défense, nous y reviendrons. À présent, vous avez reconnu avoir été nommé au ministère des Affaires étrangères par Pol Pot. Apparemment, d'après votre première déclaration, vous aviez aussi une relation spéciale avec Pol Pot.
pour ce qui est du ministère des Affaires étrangères. Est-ce exact? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je le rencontrais uniquement quand j'y étais convoqué. Mais de façon routinière, c'était Ieng Sary et Sohang que je rencontrais, la défense. Voyons ce que vous avez dit. Je vous renvoie au document E3/24, premier PV d'audition, en Khmer 00 20 40 70 à 71, en anglais 00 22 35 83 et en français 00 50 39 22 à 24. En anglais, c'est en bas de la page 6. Je cite, « Quand Pol Pot voulait connaître la situation à B1, il m'appelait et me posait des questions. Il me faisait confiance. » S'il me donnait des instructions, je pouvais les accomplir, surtout en ce qui concernait l'accueil des visiteurs et la mise en place du bâtiment. Il me félicitait pour les bonnes dispositions que je prenais. Fin de citation. De quelle façon est-ce que Pol Pot vous appelait? Vous convoquait-il par le biais d'un messager? Est-ce qu'il vous envoyait une lettre ou bien est-ce qu'il vous appelait par téléphone? Réponse. À chaque fois qu'il voulait me voir, il n'envoyait pas de lettres, il ne me téléphonait pas. En réalité, quand j'allais voir Om Ieng Sary, son bureau n'était pas très éloigné, donc il demandait aux gens qui travaillaient près de lui d'aller me chercher. Donc, quand quelqu'un venait me chercher pour aller le voir, j'y allais. Je voudrais la défense, je voudrais que les choses soient claires. Apparemment, ceci n'a rien à voir avec Ieng Sary. Vous dites, quand Pol Pot voulait connaître la situation à B1, il m'appelait et il me posait des questions. Ma question est donc la suivante. Sur la base de ce que vous avez dit, de quelle manière est-ce que Pol Pot vous appelait pour savoir ce qui se produisait à B1? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Monsieur le président, nous opposons. Maître Carnavas a déjà posé la question, le témoin a répondu. Si le conseil n'aime pas la réponse, il ne peut pas poser la question à nouveau. C'est une question inappropriée. Maître Carnavas, si je puis répondre à cette objection, il n'y a rien dans cette version ou dans la transcription du procès-verbal qu'il y ait une mention du fait que Pol Pot était avec Ieng Sary. Ici, j'utilise les mots du témoin. Et je demande au témoin de me donner une réponse précise. Comment Pol Pot l'a-t-il appelé? A-t-il utilisé un téléphone? A-t-il envoyé un messager? Hier, sous serment, le témoin a dit que c'est Ieng Sary qui l'avait nommé. Aujourd'hui, sous serment, il reconnaît que c'était Pol Pot qui l'avait nommé. Et voilà pourquoi je pose la question. Il reconnaît qu'il avait une relation spéciale, et donc j'ai le droit de savoir comment Pol Pot entrait en contact avec lui.
Le président. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. Vous avez déjà répondu. Nul besoin donc de répondre à des questions répétitives. Trop de réponses pourraient mener à des contradictions et une perte de temps. Thank you, Mr. President. Although Maître Carnavas, je vous remercie, Monsieur le Président, mais les contradictions peuvent peut-être justement aller à la valeur probante du témoignage. Et c'est le but d'un interrogatoire. when you did meet with Pol Pot, can you please Quand vous rencontriez Pol Pot, pouvez-vous nous dire combien de temps duraient ces rencontres? Réponse. Il ne durait pas bien longtemps. 15 à 20 minutes. did you meet him in his office? L'interprète n'a pas étendu le début de la question de Maître Carnavas, qui n'a pas marqué une pause entre la réponse du témoin et sa question. I'm told that we weren't translated in French. I'm told we weren't translated in French, so I'll slow down. Je vais ralentir. Où l'avez-vous rencontré? Dans son bureau ou ailleurs? Réponse. Je le rencontrais sans... D'habitude, c'était le soir, après avoir mangé. D'habitude, c'était au réfectoire. C'était un réfectoire commun. Question. Et c'est là que vous rencontriez Pol Pot? Au réfectoire. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Pouvez-vous nous dire où était situé ce réfectoire et comment vous vous y rendiez? Réponse. Le réfectoire commun à K1, c'était sous la longue maison. D'habitude, quand je quittais le ministère, je prenais ma moto pour aller rencontrer Om Yangsari. Et si Om Pol Pot voulait me rencontrer, ou voulait rencontrer Om Yangsari, eh bien Pol Pot envoyait un messager et pour le convier à une rencontre. Question. Et à quelle fréquence rencontriez-vous Pol Pot? Réponse. Pas si souvent. C'était à l'occasion. Question. D'accord. Je vais passer à un autre sujet car nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce soir du moins. Vous avez dit que vous ne saviez pas où était S21. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Je ne savais pas où était situé S21. Question. Et d'ailleurs, vous avez dit... On vous a demandé hier, à propos des commentaires de Deutsch, vous avez répondu que vous ne connaissiez pas S21 et que ce qu'il disait, c'était ses affaires. Et on peut le retrouver dans votre deuxième procès-verbal, E3/63, à la version Ankmer 0022 88 45. En anglais 0023 14 10 et en français 00 37 60 55 à 56.
Doit-on comprendre donc que vous n'avez jamais rencontré Deutsch? បាទខ្ញុំ Réponse. Oui, c'est exact. Je ne l'ai pas rencontré à l'époque. Question. Donc, je vous affirmez, si j'ai bien compris, que Deutsch ne dit pas toute la vérité lorsqu'il affirme, lui, qu'il vous a vu. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre que l'accusation ait présenté son objection. La parole est au procureur. Le procureur. Monsieur le président, je pense qu'il s'agit d'une mauvaise... une déformation des propos de Deutsch. Je ne crois pas que Deutsch ait dit qu'il ait vu le témoin. Donc, si le Conseil de la défense veut peut-être lire le témoignage de Deutsch au témoin, il peut le faire. Je semble me souvenir que Deutsch avait dit quelque chose de différent. Maître Carnavas, laissez-moi reformuler la question. Le document E3/60 à l'ERN en français 0019 56 16, en anglais 0019 56 06 et en khmer 0019 55 88 98. Il s'agit d'un procès-verbal d'une entrevue avec Deutsch, 3 juin 2008. Et il est écrit: quant au ministère des Affaires étrangères, il y avait un messager qui emmenait les prisonniers S-21, il s'appelait Chim, qui avait à peu près mon âge. Voici donc les affirmations que vous contestez. Vous dites que Deutsch soit s'est trompé ou qu'il a menti. Est-ce ce que vous affirmez? Réponse. J'ai déjà dit que je n'ai jamais rencontré Deutsch en personne. Peut-être que Om Yengsari connaissait bien Deutsch, et peut-être qu'Om Yengsari m'a présenté à Deutsch. J'ai dit hier que j'ai emmené des gens au groupe de 870 et que je ne savais pas où le groupe de 870 allait les emmener par la suite. Question. Ici, Deutsch dit que vous, Chim, un messager pour le compte du ministère des Affaires étrangères, avez emmené les prisonniers à S-21. Pas 870, pas une maison quelconque ou un hôtel, mais S-21. C'est ce que Deutsch a dit. Deutsch a-t-il donné de faux renseignements au co-juge d'instruction? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant que la Chambre ait entendu l'objection de l'accusation. Allez-y, le procureur. Une fois de plus, nous ne nous opposons pas à ce que le Conseil demande au témoin si c'est exact ou non, mais il est inapproprié pour que le témoin fasse quelques suppositions que ce soit sur l'état d'esprit de Deutsch, à savoir s'il s'était trompé ou la nature de l'information. Il devrait simplement lui demander est-ce exact ou non, et ne pas lui demander de faire
des commentaires sur la déposition de Deutsch. Maître Carnavas, vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les juges, que Deutsch avait prêté serment quand il a fait cette déposition, et quand il a été contesté, enfin, quand on l'a confronté à ses déclarations à la barre des témoins ici, il a maintenu ses déclarations. Donc, soit il s'est trompé, ou il a fourni un faux témoignage sous serment, ou le témoin ici présent ne dit pas toute la vérité aujourd'hui. Ce sont les possibilités qui s'offrent à nous. Et j'ai le droit de poser des questions à ce sujet. Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre. Le président, l'objection et les motifs de cette objection sont fondés et l'objection est retenue. Toute question invitant le témoin à faire part de ses conclusions subjectives sont inappropriées. Le témoin n'a donc pas à répondre à cette question de Maître Carnavas. La défense. IS 5.10, ce sont des aveux en khmer 0002281 en anglais 00662311. Il n'y a pas de version française. On le retrouve à l'annexe 10 des aveux provenant de S21 sur les listes proposées, sur la liste de documents proposés conformément à la règle 83D par les procureurs. Donc, dans ces aveux, à la page 2, donc RN Khmer 00022, le président. Maître, veuillez attendre l'objection de l'accusation. Le procureur. Il me semble que Maître Carnavas semble être sur le point de citer le contenu d'aveu. La défense a passé beaucoup de temps à soulever des objections au recours à ces aveux de S21. Je suis un peu stupéfait de voir que M. Carnavas, enfin que Maître Carnavas tente maintenant de fonder sa question sur le contenu d'aveu. Et j'aimerais, avant qu'il le fasse, qu'il précise quels seraient ses arguments juridiques en faveur d'une telle pratique. Maître Carnavas, il me semble que l'accusation veut le beurre et l'argent du beurre. Quand ça leur convient, ils utilisent des aveux. Et quand c'est utile pour nous, surtout quand c'est pour contredire un témoin, on ne peut pas. Les renseignements que je suis sur le point de lire n'a rien à voir avec la CIA, le KGB ou la torture. Et plutôt à voir avec ce témoin. Ses aveux, dans ses aveux, il est écrit que 7 personnes les ont emmenés à S21.
Voilà. Et cela vient contredire totalement ce que le témoin vient de dire et appuie les déclarations de Deutsch, et je considère qu'il est tout à fait approprié que je le fasse. Il devrait y avoir une règle bien claire. Soit aucun aveu, ou rien provenant des aveux, et laisse-moi rappeler à la chambre de première instance que même le juge Lavergne, vous nous corrigerez, nous avait, Kampang, ou plutôt, avait parlé de la date quand Kampang s'était retrouvé S21, donc on a utilisé les aveux. Et soit on ne peut pas s'en servir, et ça vaut pour toutes les parties et les juges, ou on peut avoir une règle qui est sensée et équitable pour tous. J'ai le droit de montrer ces informations aux témoins. A-t-il emmené la personne en question à S21 comme il est indiqué dans les aveux de la personne en question? Le président. L'accusation. Vous pouvez répondre. Le procureur. Il est tout à fait inexact de dire que nous avons utilisé les aveux de cette façon. Nous avons utilisé les aveux selon les exceptions à la Convention contre la torture pour montrer en fait que cette personne était à S21 à une certaine date, mais nous n'avons jamais cherché à utiliser le contenu d'aveux, c'est-à-dire les déclarations faites par la personne interrogée. Je considère que c'est tout à fait inapproprié. Et cet argument que c'est tout ou rien fait complètement fi des utilisations légitimes des aveux. Je suis donc contre la position exprimée par le Conseil de la Défense. Et cette tentative de lire le contenu à voix haute est proscrite par les règles du tribunal. The confession is rather... Maître Carnavas, il est clair. Les aveux indiquent clairement que le 27 décembre 1978, l'aveu indique comment cette personne s'est retrouvée à S21, c'est clair, et cela vient contredire les affirmations du témoin. Le président interrompt. Le président. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur le juge Lavergne pour préciser cette question auprès de maître Carnavas. Ou chercher à apporter des précisions de la part de maître Carnavas, puis la chambre tranchera. Sur la question posée aux témoins et le contenu des aveux obtenus par la torture. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur le Président. En fait, j'aurais une demande de clarification auprès de Maître Carnavas, puisqu'il est rare d'être mis en cause et je ne pense pas qu'il soit utile de laisser des allégations en l'air sans clarification. Il a été indiqué par la défense que j'aurais utilisé le contenu d'aveu. Il a été fait référence à l'arrestation de Pang. Alors je veux savoir si Maître Carnavas a des références précises et pour l'instant je n'ai pas le souvenir d'avoir fait référence à des contenus d'aveu. Maître Carnavas, je ne l'ai pas sous la main, ça va prendre une seconde. Et je sais exactement comment on y a fait, comment ça a été utilisé, car j'ai soulevé une objection là-dessus. En fait, vous essayez d'aider le témoin à déterminer la date à laquelle Pang est entré S21. Vous êtes intervenu alors que l'on posait des questions aux témoins pour dire qu'en vous fondant sur les dossiers de S21, les aveux, Pang était entré S21 en 78. Je vais retrouver la référence. Je vous assure qu'il ne s'agit pas ici de fausses accusations à votre encontre. Je vais le retrouver sous peu. J'aimerais savoir si vous faites référence au registre de S21 ou aux aveux. Parce que faire référence à des registres qui mentionnent des dates d'entrée de détenus est une chose. Faire référence à des contenus d'aveux en est une autre. Et je pense qu'il serait tout à fait prudent de votre part d'éviter à mélanger les deux choses. Les registres peuvent être utilisés, ils contiennent des indications, et notamment des indications de date d'entrée, éventuellement de date d'exécution, c'est une chose. Le contenu d'aveu, c'en est une autre. Donc je voudrais être bien sûr que nous parlions de la même chose. De votre côté, vous parlez d'aveu, il me semble que de mon côté, j'ai peut-être pu parler de registre. I'll look into it. Maître Carnavas, c'est très bien, je vais faire les recherches qu'il faut. Il est possible que je fasse erreur, car c'était une référence à S21 et que vous aviez donc indiqué que c'était la date à laquelle cette personne était entrée plutôt que d'avoir obtenu la date de contenu d'aveu. Il est possible que je me fourvoie. Cela étant dit, nous insistons. Sur le fait que lorsque quelqu'un indique dans leurs aveux comment ils sont arrivés à S21 devrait être accepté, du moins dans cette application très étroite, très stricte, si cela vient contredire une réponse du témoin. Si la réponse de la Chambre est que l'on ne peut pas s'en servir, c'est très bien, nous appuierons simplement sur les registres. Mais il nous faut des instructions claires sur ce que l'on peut utiliser et ce que l'on ne peut pas. Car il semblerait qu'à chaque fois que la défense essaie d'utiliser, c'est interdit, et quand c'est l'accusation qui s'en sert, c'est permis. Et c'est une frustration que nous vivons de notre côté. Car nous essayons ici de confronter le témoin, sous serment, à des preuves qui montrent la qualité de sa déposition ou l'absence de dite qualité. Le président. L'accusation, je pense que vous avez déjà formulé d'objection. Je ne vois pas. Encore vous pouvez. Maître Carnavas, pour répondre à la question, monsieur le juge Laverne, nous avons essayé. Nous n'essayons pas ici de faire de fausses accusations, nous avons essayé de... Donc c'est E1/70.1. J'ai la version anglaise, ERN 00806528. La date 30 avril
2012. Il est écrit ici. Ligne 15, juge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Je regrette cette interruption, le déroulement des interrogatoires de Maître Carnavas, mais j'aimerais attirer l'attention des parties au fait que le 24 avril, l'accusation avait présenté à la Chambre un document, IS 5.14. Ce document est présenté comme étant les aveux de Pang. Et en ce qui a trait à date mentionnée, il semblerait que la première date à laquelle on a fait part donc des aveux de Pang est en mai, le 2 mai, et la dernière date, c'est le 27 juillet 78, date à laquelle nous avons des aveux et des traductions. Je pense que c'est très important, car à plusieurs reprises, le témoin a dit que l'arrestation de Pang s'était faite avant l'arrivée des Vietnamiens, autrement dit à la fin de l'année 78. Je pense donc qu'il y a une contradiction et nous avons certaines preuves qui nous permettent de trancher la question. Traduction non officielle. Voilà ce que j'ai, Monsieur le juge. Je ne cherche pas à vous manquer de respect en faisant référence à cela. Non, mais je pense qu'on peut éventuellement tomber d'accord sur le fait qu'il s'agisse d'annotations indiquant les dates des confessions. Mais est-ce que pour autant vous considérez que ces annotations concernent le contenu des aveux? Il me semble qu'il y a une différence entre une annotation qui précise la date à laquelle un interrogatoire, éventuellement sous la torture, a pu être commis, et le contenu de ces interrogatoires. Maître Carnavas, je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout... Enfin, je suis d'accord avec vous. Je ne fais simplement que lire la transcription. Monsieur le juge, je me servais de la transcription pour répondre à la question. Maintenant, c'est à vous de... Est-ce que vous voyez une nuance entre le fait de dire qu'un juge se réfère au contenu des aveux et le fait qu'un juge ait pu se référer à des annotations qui sont différentes du contenu des aveux? Maître Carnavas, il y a une différence. Mais d'après ce que je lis ici, et peut-être aurais-je dû voir exactement à quoi on en faisait référence, mais il n'y a rien dans le texte ici que j'ai devant moi qui indique que c'était des annotations. Et donc c'est mon erreur d'avoir présumé que vous aviez lu le contenu du document. Je lis ici, vous dites qu'il y a... Enfin, vous soulevez une date et que l'on utilise des aveux. Donc si on ne peut se servir que des annotations, eh bien peut-être il devrait y avoir une règle, que seules les annotations écrites par d'autres sur les aveux peuvent être jugées recevables. Je comprends très bien la nuance. Where's that?
Le président, afin d'apporter les précisions nécessaires, il faut se souvenir que dès le début du procès, nous en sommes tenus à la Convention contre la torture. La Chambre n'a jamais changé de position. Elle a estimé qu'il fallait respecter cette convention concernant l'utilisation des déclarations faites sous la torture. La Chambre n'a pas l'intention de laisser des parties faire référence au contenu de déclarations faites sous la torture. Car il s'agit d'aveux qui ont été passés sous la torture. Si des parties veulent faire référence à des annotations ou à des dates, des aveux, cela est autorisé. La défense. Je vois qu'il est 16 heures passées. Le président. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin à 9 heures. Demain, la défense de Yengsari poursuivra son interrogatoire du témoin. Monsieur Rochampton, votre présence est requise demain matin dans le prétoire. Vous devrez être présent avant 9 heures. De même que l'avocat du témoin. Huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour assister le témoin. Agent de sécurité, vous devez reconduire les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain pour 9 heures. L'audience est levée.